Bon, c'est bon. Alors, que penser de la recomposition du paysage politique? Bah, écoutez, c'est un phénomène intéressant. Nous vivons une époque formidable, sauf que il y a péril en la demeure. Autant la gauche est capable de s'unir par-delà ses principes, par-delà ses divergences. On peut prendre des gens tout à fait extravagants comme ce triple ou quadruple fichier S. On dit, oh, ben, c'est un parmi 100, c'est donc c'est pas grave. Imaginez, imaginez que on fasse la même chose à droite et qu'il y ait même parmi 500 qu'il y ait un ultranationaliste quelconque. Quel tollé, quel tollé, quel tollé. Mais on sait que le camp du bien, le camp de la morale, de l'hypermorale, est à gauche, il ne se situe pas à droite. Alors, donc, la gauche est capable de faire fi de ses principes, de ses différences, de ses divergences, dans un seul et unique but, c'est de gagner, de remporter les élections, d'arriver au pouvoir et de se partager le gâteau du pouvoir. Voilà. Ces gens sont capables. Alors, ce qui est intéressant, c'est la référence au Front populaire, qui est quand même, historiquement, c'est assez comique, comaque, étant donné que le Front populaire est loin d'avoir été ce que l'on imagine et de coïncider avec le mythe qui, qui aujourd'hui hante les esprits, se dresse comme la statue du commandeur. Euh, le Front populaire, c'est deux, trois notions simples. C'est le système du gouvernement, le pouvoir qui d'abord un désarme la France à partir de 1936, et puis l'aviation, hein, puisqu'on va acheter des avions aux États-Unis, les Anglais feront quand même la même chose, à raison de 1 tonne d'or par avion. On n'a plus l'avion, on n'a plus l'armée, on est quand même, même si nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts, tout le monde connaît la formule, et c'est le gouvernement qui donc ouvre le champ à la guerre. La guerre contre l'Allemagne, ce n'est pas l'Allemagne qui nous la déclare, ce n'est pas l'Allemagne qui nous envahit, c'est nous qui, à la suite des Anglais, déclarons la guerre à l'Allemagne. Donc le Front populaire, c'est ça. Deuxièmement, ce sont des députés, des élus majoritairement issus du Front populaire qui vont conférer les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Alors, ils ont quand même, il manque pas d'air aujourd'hui de dénoncer Pétain, 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 les heures les plus sombres de la Terre, de notre histoire, l'enfer, les bouches de l'enfer ayant vomi cette France immonde, le ventre est toujours fécond de la bête immonde, c'est bien connu, c'est la formule de Bertolt Brecht qui lui avait quitté l'Allemagne pour les États-Unis. Et donc c'est la gauche du Front populaire qui va mettre Pétain aux affaires. Bon, ça c'est tout à fait extraordinaire. Puis un troisième fait plutôt amusant. Aujourd'hui, le Front populaire, c'est le front de l'accueil massif, de la disparition des frontières. La Marine nationale, d'ailleurs, devrait établir un pont maritime entre les deux rives de la Méditerranée pour acheminer toujours plus d'immigrés. C'est les sept plaies de l'Égypte. On aura des criquets pèlerins qui viendront bouffer ce qui reste de la terre de France. Mais ils n'aiment pas beaucoup les campagnes. Hein. Il vaut mieux grouiller en ville. On sait que le parc immobilier social est occupé à 50, 60, 70% par des immigrés. Les Français peuvent attendre, même, ils n'auront jamais assez d'enfants, les enfants, donc ils peuvent attendre 10 ans, 20 ans, et encore si au bout de 20 ans, ils ont la chance d'avoir un logement social. Bon, passons là-dessus. Mais c'est vrai que les Français travaillent, payent des impôts, et peuvent aussi donc payer des loyers, des charges et des loyers. Alors, un dernier mot sur le Front populaire, qui est la grande étymologie
de l'actuelle recomposition, le Front populaire va, justement, pour des raisons de démographie de l'emploi, va mettre à la porte. Il y a un film qui a été fait, je n'ai pas eu le temps de le rechercher, regardez-le, ça a été fait il y a une trentaine d'années, un film de gauche qui a été fait sur la question. On va renvoyer les Polonais chez eux, je ne sais pas si on renvoie les Italiens, mais enfin, bon, massivement, on va pratiquer à ce moment-là la remigration des ouvriers qui sont surnuméraires, notamment dans les mines dans le Nord. Je vous laisse explorer, vous avez Wikipédia, c'est très bien. C'est ça le Front populaire. Hein. Le Front populaire n'aimait pas les immigrés et tenait un discours, d'ailleurs, qui sera un discours qualifié d'extrême droite aujourd'hui, sur la patrie, surtout, regardez un peu les documents qui existent sur la question. Alors, que penser de la recomposition? La droite peine à se recomposer, même si le coureur du 100 mètres haies ou 400 mètres haies, Guy Dru, médaille d'or autrefois, ancien maire de Meaux, s'est jeté dans la bataille aux côtés d'Éric Ciotti, mais aucun des cadres, parce qu'il est vrai que la participation des républicains au Sénat est très importante et ils ne veulent pas perdre, j'imagine, leur gamelle. C'est très important d'aller à la gamelle. Hein. Et donc, ils pensent qu'ils peuvent s'en sortir comme ça, sachant que ces gens, à la dernière minute, s'ils refusent aujourd'hui le rassemblement, l'union avec le Rassemblement national, se précipiteront dans les bras de la Macronie, c'est-à-dire, au deuxième tour, ils voteront pour les macronistes qui eux-mêmes voteront pour le Front populaire. Voilà. Donc on est mal barré. Et si vous me permettez, je reviendrai tout à l'heure. Il faudrait quand même penser que, comme je le disais en préambule, il y a péril en la demeure parce que autant la gauche est capable de s'organiser par-delà les différences, les divergences, même les questions de principe, ils font fi de tout. Hein. Et autant la droite se révèle toujours aussi, de ce point de vue-là, la plus bête du monde et également la plus impuissante. Sachant que quand je dis ça, quand je parle du bloc des droites, ma passion, je ne parle pas avec le cœur, hein, je parle avec la raison et la raison politique qui doit nous commander. Je n'ai pas de passion ni pour M. Bardella, ni pour le mouvement qu'il incarne, qui ne cesse lui-même de dériver, mais jusqu'où ira cette dérive, vers le centre du centre gauche-droit, je ne sais pas très bien. Enfin, ils sont plus très loin de la Macronie, c'est pourquoi d'ailleurs ils sont éligibles. Alors, le nouveau Front populaire a-t-il des chances de l'emporter? Sans doute pas à l'absolu, encore que l'éventualité n'est pas à exclure en totalité. Mais le grand danger, c'est qu'on arrive à une chambre totalement ingouvernable avec une majorité relative, très relative du bloc des droites. Si ça se joue à quelques voix ou quelques dizaines de voix, le pays et à ce moment, je ne sais pas s'il en sera capable, mais Monsieur Macron, oui, pourra toujours essayer de tirer les marrons du feu en jouant sur l'opposition entre ce que l'on appelle les extrêmes. Oui, du côté de Mélenchon, il y a vraiment une extrémité. Je rappelle que M. Mélenchon a dit cette semaine, en parlant de l'Europe, qu'aujourd'hui, il y avait un problème, et un problème, j'ajoute, grave, constitué par les éléments européens de souche. Donc, ce qui constitue, donc européens de souche, français de souche, c'est nous qui constituons un problème.
Alors, je rappelle aussi, j'ai vu des statisticiens faisant des analyses démographiques. Encore une fois, j'ai souvent dit dans ces émissions que les immigrés de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, immigrés extra-européens, c'était plus de 20 millions. Eh bien, le statisticien auquel je fais, le démographe auquel je fais référence, lui considère qu'il ne reste que 30 millions de Français d'origine, c'est-à-dire de Français de souche, dans ce pays. Donc, vous voyez, on n'est pas très très loin de la bascule électorale. Monsieur Mélenchon est un génie politique qui a vu les tendances. D'ailleurs, il suffit de projeter les courbes, de voir le nombre d'immigrés qui entrent, le flux qui se dévorce par les portes ouvertes, grandes ouvertes, les portes de la ville 10, qui sera bientôt totalement submergée. Euh, Parmi les statistiques disponibles, sur les 13 millions du Grand Paris, puisque Paris est une ville morte, hein, il reste 2-3 millions d'habitants. Quand j'étais petit garçon, j'en avais 5, 6, 5. Sur les 13 millions, 9 millions seraient des extra-européens. Je vous laisse méditer ces chiffres. Alors bien sûr, vous avez le droit de pousser des cris, de dire que je dis n'importe quoi, et vous aurez bien raison de le dire d'ailleurs, mais si on creuse un peu les choses, vous risquez, si vous creusez, vous risquez d'avoir des surprises. Alors, Monsieur Macron pourrait-il faire recourir à l'article 16? Ben, pourquoi pas? Si effectivement, même si le bloc des droites atteint une, je n'avais pas pensé à cette hypothèse, mais pourquoi pas une courte majorité, on va avoir des émeutes. Pensez, il y a un an, ce qu'a donné les émeutes du Jeune Naël. Pensez que l'ordre revient à peine à Nouméa, et ce sont des minorités. Ce n'est pas tous les indigènes, les primo-occupants de la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire les Kanaks, ça s'écrit autrefois avec un C, hein, pas avec un K, qui foutent le bordel. C'est encore une fois, des gens qui sont aussi bien agités, financés, peut-être toujours par la main droite ou la main gauche de M. Soros, par les Azerbaïdjanais qui veulent nous faire payer le tout petit rôle, le microscopique rôle que nous jouons en Arménie. Et derrière l'Azerbaïdjan, il y a à la fois Israël et, et la Turquie, bien que tout le monde déplore en France, on n'a pas encore reconnu l'État palestinien, tout le monde déplore les grands massacres, on est à 37 000 morts, hein, 37 000. Alors on va dire que ce sont des chiffres grossiers, oui, oui, d'accord, mais enfin quand on regarde la bande de Gaza, ce qu'elle était, ce qu'elle est devenue, c'est aujourd'hui un champ de ruines. Tout ça est vraisemblable, 11 000 disparus, 80 000 blessés, et la France vend des drones de combat à Israël, continue. Nous aussi, nous participons au massacre. Mais ça qu'il dit, vous allez trouver ça dans les grands médias, sur les grandes chaînes, c'est pas sûr, hein, je crois pas, il faudra bien chercher, bien écouter, vers 1 heure du matin peut-être, une parole de travers qui lâchera l'information. Donc oui, Nouméa, on en est à presque 2 milliards d'euros, enfin bon, mettons 1800, 1700, presque 1 milliard d'euros de casse pour les émeutes de juillet 2023. Les banlieues sont ingouvernables, c'est l'explosion, la drogue y règne en maîtresse absolue, donc on peut très bien faire voter la rue pour un troisième tour. C'est tout à fait possible, et à ce moment-là, ça donnera le prétexte à Monsieur Macron d'utiliser, c'est l'état d'urgence, je crois, l'article 16, et donc d'établir une quasi-dictature.
sine die, d'autant que acceptons-en non pas l'augure, c'est qu'une partie de l'armée le suivra. Il y a des gens très ambitieux dans notre armée, d'autant que la sélection a été faite sur l'appartenance en grande partie aux loges maçonniques, ou également à la catholicité de tradition. Alors on a le cœur soi-disant à droite, pas le portefeuille, le cœur. Non, on a surtout le cœur, le portefeuille, puisque on a des familles nombreuses et il faut être tout à fait inféodé à l'OTAN, aller à Bruxelles et avoir de grosses soldes avec de grosses indemnités. Tout ça est bel et bon, comme on a pu le Sahel maintenant et les primes d'expat, eh bien des opérations extérieures plutôt, eh bien on compense ça par un conformisme otanesque assez indécent, pour ne pas dire répugnant. Alors, Monsieur Macron a-t-il prémédité sa décision? Tout le monde a l'air de le dire. Tout le monde joue les grands surpris, les grands, alors que apparemment dans les couloirs élyséens, on en parlait depuis déjà quelques jours, voire même un certain temps. Est-ce un coup de tête, un coup de poker, un coup de dé pour vouloir un coup de dé qui jamais n'abolit le hasard d'ailleurs? C'est mal armé. Euh, j'ai déjà répondu ailleurs, peut-être pas sur notre petite chaîne propulsée par StreamYard. J'ai déjà répondu à cette question. Moi, je pense que derrière, à la fois, il y a le grand patronat qui s'est exprimé par le truchement de Monsieur Minc. Derrière Monsieur Minc et le grand patronat français, il y a le grand patron ultime qui se trouve de l'autre côté de la Manche, qui est toujours le grand patron de Monsieur Macron, qui était gérant associé à la banque Rothschild, qui a fait son beurre, pendant quelques années, qui a fait ses choux gras en vendant notamment Alstom, mais il a préparé la vente, même s'il s'en défend, en disant moi j'y peux rien. Ces gens-là n'y sont jamais pour rien d'ailleurs. En bradant les bijoux de famille, en bradant le patrimoine industriel français, en le démantelant, en participant, parce que si on a démantelé, merci à Madame Voynet, qui revient, qui est candidate aujourd'hui. Il n'y a pas que des fichiers S. Madame Voynet, c'est celle qui a démantelé notre filière. Pendant 10 ans de temps, notre filière nucléaire nous a mis à la merci, nous a précipité dans le marché de l'électricité européen, ce qui fait que les Français, mais c'est une réussite, hein. Tout est une réussite. Macron n'a que des réussites à son compte. Madame Voynet a en fait vendu notre production d'énergie à Siemens, à l'Allemagne, pour les turbines, à la Chine pour le photovoltaïque, je ne sais plus qui d'autre pour les pales, les pales d'éoliennes. On casse, on démantèle et on vend à l'étranger, on transfère nos capacités économiques et donc économico-énergétiques aux autres. Merci Madame Voynet, qui est de retour, comme on voit aussi de retour. Vous pouvez me poser une question là-dessus. On voit Monsieur Hollande et on voit même Monsieur Jospin à moitié gâteux qui rentrent dans le jeu aussi, entre tous. On a été chercher les momies, on les a arrachées à la naphtaline. Je pense à Monsieur Jospin, qui confond Philippe Poutou avec Félix Potin. Félix Poutou de la Pantine, c'est assez drôle. Alors, oui, je pense que derrière, on ne nous parle plus de McKinsey, mais fut une année, au début de l'exercice du pouvoir par Monsieur Macron, la France avait dépensé presque 1 milliard d'euros chez McKinsey, qui est là pour nous conseiller utilement pour toutes les conneries possibles et imaginables. Surtout celles qui rapportent gros aux autres et celles qui affaiblissent et détruisent la France. Mais
c'est à noter, dans leur programme, avec un SMIC à 1600 €, donc les grands groupes pourront encaisser, mais toutes les PME, PMI de la Terre, les commerçants et artisans, ben, vont mettre la clé sous la porte. Ils pourront pas suivre. Peut-être que la première année, on y arrivera, et encore, mais alors la seconde, c'est fini. Là, on a 400, 500 000 entreprises qui iront au tapis. Sachant qu'actuellement en France, on a 17% des salariés qui sont au SMIC. Mais c'est pas à déplorer parce que les patrons sont très méchants, c'est à déplorer parce que l'économie française se porte mal et qu'elle subit de plein coup les effets de la désindustrialisation, des 35 heures. Là, on veut passer à 32 heures. Non, mais c'est génial. Leur programme est génial. Il faudrait quand même que M. Bardella comprenne qu'il ne doit pas faire de la surenchère dans la stupidité et la sottise. Rien ne tient debout dans ce programme démagogique. Nous vivons, ne l'oubliez jamais, sous l'empire du mensonge, et c'est le plus gros menteur qui est censé l'emporter. Monsieur Bardella, soyez un peu raisonnable, un peu de bon sens. N'allez pas sur le terrain de ces fous furieux. Je pense que les Français, aussi bêtes soient-ils, pauvres Français, hein, il est 12 heures, ou aussi abrutis soient-ils par la télévision, regardent quand même, au moins leurs épouses, regardent le budget à la fin du mois et se rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui fait pas le tour, que l'inflation, c'est ça l'inflation. Monsieur Macron était une sorte de socialiste et un centriste d'extrême gauche, non, un centriste d'extrême gauche, un extrême centro-gauchiste. Voilà, c'est Monsieur Macron. Monsieur Macron avait fait du en même temps. Je suis à gauche et je suis à droite, mais c'était une politique qui poursuivait la politique socialiste en dehors des excès de langage, et tout cela enrobé, mis dans du papier de soie, et on voit ce que ça a donné. La France est appauvrie. Ah, mais il y a eu le Covid. Mais enfin, arrêtez. Le Covid fait des morts. C'est pas le Covid qui fait des morts, hein, le plus de morts. C'est la vaccination. Il serait peut-être aussi temps de se rendre compte que la vaccination, qui n'a jamais protégé, qui n'a jamais empêché la diffusion du virus, la vaccination, de même que le virus était une fausse pandémie, c'était une grippe peut-être un peu sévère, que la vaccination était censée protéger les vieux, qu'en fait qu'on piquait au Rivotril dans les EHPAD. L'euthanasie était déjà en marche, et bien en marche, et elle était là de facto avant d'être dans la loi, et pourquoi pas inscrite dans la Constitution au titre de l'avortement. Tout ce qui est fait pour stériliser la nation, pour la détruire, tout a été entrepris. De ce point de vue-là, le passage aux affaires de M. Macron est une réussite totale et absolue. Il n'y a pas de coup d'après. Le coup d'après, c'est d'ailleurs Macron jouera la carte moi ou le chaos, carte qu'avait joué De Gaulle en mai 68, moi ou le chaos, sauf que le chaos incarné, c'est monsieur Macron. Non, on risque de partir dans une période d'instabilité fracassante. Le coup d'après, c'est si la France est à ce point ingérable, McKinsey conseillera à M. Macron la démission. Là, ça sera un autre coup de théâtre et un autre coup de poker, ce qui lui permettrait, le cas échéant, ayant eu un quinquennat interrompu, après tous les autres septennats interrompus, on peut penser à De Gaulle, on peut penser à Pompidou, on peut penser beaucoup. C'est le titre d'un livre de Philippe de Saint-Robert, Les septennats interrompus. Le quinquennat qu'il pourrait éventuellement se représenter.
Alors, nous parlions de Madame von der Leyen. Va-t-elle être reconduite? Elle a beaucoup d'ennemis. Monsieur Macron espère-t-il, s'il démissionnait, prendre sa suite à la tête de la Commission? L'hypothèse n'est pas exclue. Toutes les hypothèses, toutes les options sont sur le tapis, comme on dit dans les grandes Amériques, et elles sont nombreuses, diverses et variées. Mais une chose est sûre, la chose est certaine, c'est que le jeu n'est pas acquis. Si le bloc national n'a pas une majorité absolue, pourquoi il faut pas déconner, hein, il faut voter. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Monsieur Bardella, Madame Le Pen, Monsieur Ciotti, moi j'aime personne de ces gens-là. Mais enfin bon, encore une fois, il faut tout faire pour que la gauche haineuse, celle que l'économiste Charles Gave, très joliment sur CNews, a décrit comme puant la haine. Il pue la haine. Alors Bock-Côté, qui est un très gentil garçon, mais enfin très politiquement correct aussi, par certains aspects. Vraiment, c'est une métaphore. Non, Gave a surenchéri, non, il pue la haine. Puis le petit gars, la petite potiche masculine qui est censée superviser et animer le débat, a dit oui, mais quand même, on vous laisse la responsabilité de vos propos. Mais non, il pue la haine. Eux, ils se gênent pas pour haïr. Ils nous accusent, ils accusent ceux qui sont du côté de la tradition, de l'homogénéité ethno-culturelle, ethno-confessionnelle, ethno-historique de cette nation qui a mis 1000 ans à se construire. Hein. 1000 ans. Mais on a construit une nation, c'est-à-dire une nation, une confédération de peuples qui se sont fondus et qui ont créé une culture, un socle commun. Hein. Nous avons des Flamands au nord, nous avons des Bretons, nous avons des Basques, nous avons des Occitans, nous avons des Alsaciens. On avait même autrefois des Franciens, mais ça, les Franciens, ça n'existe plus. On les appelle les Franciliens. Désormais, comme je l'ai dit, sur 13 millions, 9 millions sont d'origine extra-européenne. Et tout le monde dit que le grand remplacement est un fantasme, une chimère, conspirationnisme, complotisme à l'état pur, de la paranoïa, et qu'il faudra infirmer et enfermer ceux qui y font référence. Oui, encore une fois, le danger est bien présent. L'épée de Damoclès, une fois, la capacité en 24 heures, 36 heures, non seulement ils se sont répartis les sièges entre les différents groupes, les différentes factions, les différentes sectes, les différentes tribus de la gauche, mais ils ont trouvé une sorte de programme commun en passant par-delà tous leurs principes. La haine les unit, la haine les soude, les cimente. Et nous, on a quoi? Des querelles, on voit ça avec les Républicains. C'est consternant et pitoyable, et on risque bien, le risque est réel que s'il n'y a pas la majorité absolue pour le bloc national, nous entrions dans une zone de turbulence profonde, et ces gens manient la rue et les banlieues avec dextérité. Et donc, encore une fois, l'hypothèse que vous avez évoquée tout à l'heure du recours à l'article 16 n'est pas extravagant. Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent et